dossier n'est pas forcément lié à une région géographique, par exemple, ou une actualité. Alors au niveau de la préparation éditoriale, les numéros sont prévus quasiment 4 mois à l'avance au niveau des choix du texte. Après, il y a beaucoup également d'articles ou de reportages qu'on met de côté en attendant qu'ils trouvent leur place dans un prochain numéro. Mais la temporalité, effectivement, est à peu près de 4 mois avant, 4-5 mois avant la parution. Il y a peut-être aussi un temps de négociation pour les droits étrangers, éventuellement de traduction. Oui. Puisque bon, donc vous l'avez dit, mais on peut estimer que c'est donc combien, 80% des textes qui sont des textes étrangers? Oui, voilà. Qui sont traduits de l'anglais principalement, mais aussi de l'espagnol, de l'allemand, j'ai vu un texte traduit du polonais. Oui. Voilà, donc, et tout ça, c'est compliqué de négocier des droits comme ça. Alors, il faut défricher. C'est vous qui lisez des revues étrangères tout le temps? Vous êtes, alors c'est essentiellement polyglotte dans l'équipe. Et Gérard Beriby, oui, effectivement. Gérard Beriby et Adrien Bosc, essentiellement, les autres membres de l'équipe également, lisent énormément. Voilà, les revues qui à l'étranger publient des reportages longs, comme la revue Granta, ou la revue en Allemagne Reportagen. Voilà, bon, après il y a un vivier finalement assez important de sources. Les négociations de droit, c'est une partie importante. En général, c'est entre difficultés, et les traducteurs effectivement sont en général très contents d'être sollicités, voire de nous proposer parfois des articles. Mais c'est vrai que le travail est assez long, puisque comme c'est une revue, comme je le disais, qui fait le pont entre le journalisme et l'édition, on a cette exigence de faire un travail vraiment éditorial, aussi bien avec les auteurs quand c'est des textes inédits qu'avec les traducteurs. Donc il y a un travail vraiment de fond, il y a un travail éditorial où on retravaille avec les traducteurs. En général, ils en sont effectivement très contents. Et donc tout ça demande effectivement un temps de prise de distance, de maturité sur le texte. En tous les cas, vous vous positionnez clairement sur un retour de ce qu'on appelle, puisque c'est Saint-Exupéry, le patron de 21, qui rappelle que le concept narrative writing, c'est les Anglais qui l'ont créé, mais qu'en fait, ils ont mis un mot sur quelque chose qu'on avait inventé avant eux, qui était le journalisme à écriture longue, qui était celui de Kessel, d'Albert Londres chez nous. Donc c'est votre créneau, clairement. D'où la référence effectivement à tous ces magazines américains célèbres comme le New Yorker, comme Granta, et à d'autres donc cousins qui sont dans le monde entier. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu des missionnaires de ça, du retour, de la défense de l'écrit, par un retour à une écriture plus longue, pour finalement permettre à l'écrit de contrer le web, et à permettre à l'écrit dans la presse de basculer vers des textes plus longs, dans des revues qui sont plus astreintes au quotidien, à l'urgence, et donc retrouver un peu de lenteur pour avoir le temps de bien travailler? Oui, bien sûr, je crois que le rapport au temps dans la conception de cette revue est très important. Effectivement, on est dans une société où un petit peu du zapping, ça se sent dans les médias. On peut parler des habitudes de lecture qui se font de plus en plus, en particulier pour ce qui est journalistique, sur Internet, où on prend cette habitude d'écrire des articles courts. Donc c'est dû essentiellement aux facilités de lecture sur écran, mais c'est dû aussi évidemment à une ère du temps où tout se précipite, où tout va très vite, où on est dans le factuel, où une actualité est très vite balayée par une autre qui prend le dessus. Et effectivement, la revue Feuilleton a vraiment cette volonté non seulement d'inciter et d'inviter le lecteur à prendre le temps, et je pense que les lecteurs sont demandeurs pour contrebalancer un petit peu cette course folle qui est notre quotidien dans tous les domaines. Et puis je crois aussi que les formes de plus en plus courtes auxquelles nous sommes habitués dans le journalisme sont des formes, bon ça n'engage peut-être que moi, mais qui finalement laissent très peu de place au lecteur et lui laissent une place
lui laisse peu d'opportunités de s'approprier les textes également. Et je pense que ce retour au format allemand est une façon voilà, de dire au lecteur libre à lui de s'approprier le texte et de lui donner sa temporalité. Et au niveau de la temporalité, je pense aussi effectivement que la revue Feuilleton, contre cette actualité qui est cette actualité chronophage, voilà, où tout est tout de suite zappé, voilà. Il y a une vraie, je pense qu'il y a un vrai message dans Feuilleton qui est aussi de dire que le temps n'est pas que zapping et passage à autre chose. C'est-à-dire que dans Feuilleton, le pont est fait entre le passé, le présent, le futur. Il y a l'illustration aussi dont on peut parler. Parce que justement, vous parliez de cette maison extraordinaire, cette Sagrada Familia de Gaudí qui est refaite de briquet de broc dans la banlieue de Madrid. Voilà des dessins, mais bon, c'est très graphique aussi. Donc là, vous avez une charte graphique, vous avez des dessinateurs qui viennent de tous les horizons. Alors effectivement, il y a une place très importante qui est donnée à l'illustration. La photographie se fait assez rare. Pourquoi le choix de l'illustration? C'est un des articles sur Israël, donc les Médoines et Megalef. Je pense, j'ai cru comprendre, même si j'étais pas donc à l'origine du projet, j'étais pas dans l'équipe, mais ce que j'en ai compris, c'est que Adrien Bosc et Gérard Bérébi voulaient valoriser les illustrations en ce qu'elles permettent, peut-être plus que la photographie, de suggérer, en fait. Et donc, effectivement, l'illustration fait vraiment partie de l'identité graphique et éditoriale de la revue. Au niveau des illustrateurs, on essaie d'avoir un vivier, si je puis dire, un petit peu international, c'est-à-dire des illustrateurs français, des illustrateurs étrangers, également. Voilà, et puis il y a également le graphisme de couverture, qui est très important. On a eu un graphisme de couverture cohérent sur la première année, et je vais vous aider un petit peu, avec le numéro 5 que j'ai en main, on a donc changé un petit peu d'identité visuelle, en réintégrant un petit peu de texte sur la couverture. Timidement. Discrètement. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, mais cette volonté de ne rien mettre, parce que toutes les revues du monde mettent en quelque sorte leur sommaire ou les articles peut-être les plus vendeurs ou les plus intéressants, ceux dont ils sont le plus fiers, en couverture de leur revue, aussi chic soit-elle cette revue. Et pour les 4 premiers numéros, alors vous n'y étiez pas, donc vous avez peut-être pas la réponse, pour les 4 premiers numéros, rien. C'est feuilleton numéro 1, feuilleton numéro 2, feuilleton numéro 3. C'est pourquoi ce choix? Effectivement, je ne sais pas si je vais apporter... Et là, timidement, vers Israël et retour, une nouvelle période. Timidement, caché dans les feuilles. Au milieu des feuilles d'automne. Oui, parce que quand vous avez un Haruki Murakami, par exemple, dans un des numéros, ça pourrait attirer un public de plus en plus important, surtout avec son dernier livre, dont on va beaucoup parler. Un Dodo Lilo, pareil, mais bon, et vous n'allez pas mettre un bandeau Murakami, en tous les cas, vous ne l'avez pas fait. Donc, effectivement, je ne sais pas si, sur ce point précis, je ne sais pas si je vais apporter la réponse qui serait celle d'Adrien Bosc ou de Gérard Bérébi. Je vais apporter mon ressenti. Je pense que l'idée, c'est aussi vraiment de valoriser ce dialogue entre l'illustration et le texte. Et peut-être c'est le message aussi que c'est un objet, un bel objet, qui se suffit un petit peu. Du coup, l'illustration, la couverture, avec uniquement une illustration, se suffit par elle-même et évoque quelque chose et attire le lecteur. Voilà, je ne sais pas si... On peut de toute façon espérer que ce soit le même effet de bouche à oreille qu'il y a eu pour 21, qui a 5 ans d'existence, et que ces objets que l'on a envie de collectionner, on a envie d'avoir toute la série, de toute façon, par bouche à oreille, ça fonctionnera, et que ce ne sera pas uniquement le tel nom qui est à l'intérieur, parce qu'il y a aussi des gens qui sont peu connus, notamment des journalistes étrangers qu'on ne connaît pas en France, qui ne sont pas du tout des stars du journalisme.
voilà, on va à leur rencontre et on découvre plein de choses. Hein, donc, Parfaitement, et c'est vrai que c'était sans doute un pari assez audacieux, surtout pour une revue qui se crée. Dès le premier numéro, la couverture est sans texte, à part le titre de la revue. Mais en même temps, je crois que c'était une façon aussi d'intriguer et de montrer la singularité de cette revue. Et la singularité du rapport qu'on essaie de créer avec le lecteur. Simplement pour résumer, mais vraiment en prenant au hasard les titres de reportages étonnants qu'on peut trouver chez vous. Il y a donc un reportage sur les trafics de conteneurs, hein, qui est traduit de l'anglais, qui est déjà paru dans le Der Spiegel et puis dans le Washington Post, je crois. Vous avez un article sur la Bolivie et le lithium, hein, donc plutôt sur des thèmes écologiques, qui est paru dans le New Yorker. Vous avez 24 heures dans la vie d'une femme cubaine. En fait, c'est 5 femmes cubaines dont on suit une journée, hein, de leur lever et toutes les complications qu'ils peuvent avoir de matériel pratique dans leur journée, notamment avec les deux types de modés qui cohabitent à Cuba. Vous avez un article sur le massacre des Juifs en 1943 en Pologne, une réflexion sur l'ecstasy qui est paru dans le Grand Temps en 2001, mais dans l'impression qui est encore très contemporaine. Voilà, le Suicide Party à New York, qui est un article de Vanity Fair de 2008. Voilà, donc, voilà des gens qui font des spécialistes notamment de la vidéo, hein, très connus dans ce milieu, des jeux vidéo dans ce milieu-là. Moi personnellement je ne connaissais pas, mais qui apparemment dans ce milieu des vidéos sont des stars. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, plus qu'on a dit, hein, les reportages de Saviano, etc. Donc c'est extrêmement varié. Donc, en plus, je pense que vous, comme Saint-Exupéry pour 21, vous n'avez pas fait d'études de marché, les fameuses études de marché qu'il faut toujours faire maintenant pour savoir qui plaît au public, parce qu'il faut faire des trucs pour plaire au public. Je ne sais pas, plutôt mais que d'attirer. Il me semble, je n'ai pas entendu directement de Gérard Bérébi de sa propre bouche, mais il me semble qu'il n'en fait pas, et je pense qu'ils n'en ont pas fait pour Feuilleton. Voilà. On se dit, j'ai envie de faire le magazine que j'aurais envie de lire, exactement. Un objet de passion, etc. Et voilà, et puis ça trouvera ou ça ne trouvera pas son public, on prend un risque. On a des dossiers qui se recoupent, ou comme je disais tout à l'heure, qui tournent autour d'un thème commun. Après, si j'aurais tendance à dire, si l'ambition de Feuilleton, c'est de passer le monde en revue, pourquoi se limiter à chaque numéro à aborder un seul aspect de la société ou de la réalité? Donc, je pense que c'est pas une absence de cohérence, je pense que c'est une façon d'aller dans la complexité des choses et dans la complexité du monde et de ne pas se fermer de porte sur des textes qu'on trouve soit très beaux, soit très intéressants, soit les deux en général. Et puis dans la logique de ce qu'on disait tout à l'heure, qu'un texte de 99 peut être encore très actuel, forcément il va être actuel dans le numéro 3 comme dans le numéro 5. Donc, enfin, de mon seul point de vue de journaliste et de lecteur, ça ne me dérange absolument pas, parce qu'en tant que journaliste aussi, j'en ai effectivement marre qu'on soit toujours collé à l'actualité. La fameuse accroche-actu, hein, dont on nous bassine les oreilles dans la presse, ça devient insupportable, parce que tu fais votre défenseur, mais bon, il y a des choses dans le monde du milieu de la presse qui m'agacent de plus en plus, donc je suis quand même content de voir que on ose, quoi, et que ce soit des jeunes en plus qui osent, parce que voilà, c'est une jeune équipe, on l'a dit tout à l'heure, et que des jeunes osent alors qu'on est dans un de déclinisme, de pessimisme vis-à-vis de l'écrit, moi je trouve ça fantastique, quoi.